Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité à l'émission Décryptage. Deux principaux sujets au menu, la décision de la Cour pénale internationale de finalement clore le dossier sur la crise post-électorale d'août 2016 au Gabon après plusieurs tergiversations. Une décision qui vient prendre comme ça à contre-pied les velléités de la présidente de l'institution, Fatou Bensouda, tergiversée sur la nécessité de laisser aboutir ces plaintes. Nous parlerons également de la plainte contre le fils d'Ali Bongo, Noureddine Bongo Valentin, plainte intentée par la société civile gabonaise pour notamment blanchiment de capitaux, corruption, actifs et passifs. Pour résumer les temps forts de cette plainte, deux acteurs majeurs sur ce plateau, Thierry Essam, qui est le président du Mouvement national des jeunes insoumis, et Ghislain Malanda, président de l'ONG Sauvons la République. Ghislain Malanda, bonjour. Bonjour. Pourquoi sauver la République? La République est-elle en danger? J'espère déjà, merci beaucoup, monsieur Malekou, pour l'opportunité que vous me donnez, évidemment, de débattre, et non seulement de débattre, mais aussi donner des précisions sur les deux sujets dont vous venez d'évoquer. Sauvons la République, vous posez la question. Je pense que le constat, il est général, parce que il est généralisé, parce que il n'y a pas que moi qui fais ce constat. Vous comme moi, vous savez que le pays va très mal depuis un certain temps, et je pense que nous avons besoin des solutions. Et donc c'est autour de la société civile, autour des actions fortes, que des leaders d'opinion comme nous avions pensé qu'il fallait donc mener des réflexions autour, c'est-à-dire des structures bien organisées. C'est pourquoi je pense qu'il était important que l'on mette en place le mouvement Sauvons la République. C'est un peu ça. Alors, Thierry Essam, vous, par contre, vous êtes le patron des jeunes insoumis. On vous sait quand même, par ailleurs, militant du Parti démocratique gabonais, PDG. Est-ce que dans le PDG ou dans la société civile, il y a assez d'insoumis qui frappent à vos portes? Effectivement, que ce soit au PDG comme au sein des organisations non gouvernementales, donc les ONG, et puis la société civile, il y a plusieurs insoumis. Et plusieurs cognent à nos portes, justement, parce que nous sommes la réponse, justement, à une certaine crise qui frappe notre pays. L'insoumission, ce n'est pas le fait de se substituer ou bien le refus de l'ordre de l'établissement. Donc l'insoumission, c'est le refus d'accepter l'inacceptable, à savoir la pauvreté, la misère, la précarisation de nombreux de nos citoyens. C'est pourquoi nous parlons de l'insoumission. Et c'est au travers de cette insoumission-là que nous arrivons à chercher des moyens idoines pour pouvoir éradiquer les fléaux qui sont les nôtres. Donc nous sommes totalement en osmose, comme mon frère qui parle de sauver la République. Il s'agit de véritablement mettre en place des mécanismes qui puissent nous amener à une bonne gouvernance, à un partage équitable de nos ressources et matières premières. D'accord. Mais étant membre du Parti démocratique gabonais, le PDG est rendu comptable de tous les maux dont souffle le Gabon. Ça ne pèse pas ça ne déteint pas dans la dynamique et l'élan du mouvement des non, je ne pense pas pour la simple raison que le Parti démocratique gabonais ne peut pas être le seul acteur de la situation de désenchantement de notre pays. Bien au contraire, vous savez, le Parti démocratique gabonais n'a pas géré cet état seul. Il y a à l'époque, et il nous souviendra, lorsqu'il y a eu plusieurs gouvernements successifs, le gouvernement d'union nationale, le gouvernement de large consensus, et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui. C'est le même phénomène. Le PDG n'est pas le seul acteur du soulèvement de notre pays. Il y a beaucoup d'autres formations politiques à l'heure actuelle qui font partie du gouvernement. Vous avez par exemple le PST de Mme Savo, qui est longtemps presque partenaire à l'intérieur du gouvernement. Vous avez le PDS de Ndao. Il y a plein de formations politiques comme ça
aujourd'hui qui partagent effectivement le pouvoir avec le Parti démocratique gabonais et qui sont comptables de la gestion actuelle. Donc se substituer de cette gestion-là, dire que le PDG aujourd'hui serait l'épicentre de la crise multiforme que subit notre pays, non, il ne s'agit pas de cela. Il y a plusieurs compatriotes aujourd'hui dans notre pays qui assument de hautes responsabilités, des aristocrates, ils sont nombreux comme ça qui arrivent à assumer des fonctions dans notre pays et n'appartenant pas d'ailleurs au Parti démocratique. Ok, d'accord, compris. Très belle réponse, très bien expliqué. Ghislain Malanda, l'actualité reste notamment marquée par la décision de la CPI qui décide désormais de lever le voile sur l'ouverture, l'hypothèse d'ouverture d'une enquête internationale sur les violences post-électorales. On sait que la CPI a traîné pendant longtemps avant justement de donner cette brèche d'espoir aux populations gabonaises. Désormais, la Cour préliminaire 1 a décidé en date du mercredi 15 janvier 2020 de laisser l'option des enquêtes internationaux indépendants en vue de permettre de faire la lumière sur les requêtes intentées tant par le gouvernement, par la société civile que par les partis politiques sur les violences post-électorales de 2016 au Gabon. Est-ce que c'est, de votre point de vue, une décision porteur d'espoir? C'est déjà remercier tous ces juges de la Cour pénale internationale qui ont démontré une fois de plus que le peuple gabonais, la société civile, à travers la société civile gabonaise et l'opposition gabonaise avaient entièrement raison et que Mme Bensouda n'avait aucune compassion pour tous ces Gabonais qui ont été massacrés en 2016. Et donc, c'est aussi la confirmation même de l'attitude équivoque de Mme Bensouda, qui n'est pas son premier coup, qui a pratiquement été désavouée dans plusieurs procès au niveau de la CPI. Je pense que ça prouve que cette cour, on peut encore compter sur cette cour, sur certains magistrats au sein de cette cour-là. Donc c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle pour les populations gabonaises, pour ces pères et mères de famille qui n'ont que trop souffert. Vous savez qu'est-ce que ça aurait pu faire à ces Gabonais de savoir que la seule cour sur laquelle on peut compter encore aurait débouté la société civile, la majorité des Gabonais qui ont voté pour M. Ping. Maintenant, c'est une bonne chose, une très bonne chose, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, nous devons donc nous préparer pour repartir au combat parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de Gabonais ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir par rapport au positionnement de Mme Bensouda. Et j'ai eu certainement la société civile hier, on a essayé de débattre sur ce problème. Et donc, déjà, il y en a qui sur ce dossier depuis longtemps, qui ont tous les éléments. Et donc, c'est de mettre suffisamment d'énergie pour soutenir tous nos avocats, tous les compatriotes de la société civile qui tiennent à bras le corps ce dossier pour que ça aboutisse, pour que les Gabonais, dans l'entièreté, la majorité, aient gain de cause par rapport à ce procès. Alors Thierry Essam, le dossier de la décision de la CPI de ne pas clore les requêtes gabonaises et d'ouvrir la brèche vers l'envoi d'enquêtes indépendantes. C'est une décision, pour moi, pas suffisamment salutaire. Pas suffisamment salutaire pour la simple raison que nous sommes à 4 années, justement, de ce processus post-électoral. Donc, en 4 ans de ce processus, il y a certainement plusieurs preuves qui ont peut-être disparu. Donc, mais c'est aussi ça le rôle des enquêtes, interroger, aller sur le terrain, compiler, recouper. Vous savez, si j'avais véritablement un avis à donner sur la CPI, eh ben, ce serait un avis qui risque de battre en brèche tout ce qu'on sait. Vous croyez pas à la CPI, c'est cela? Je ne crois pas à cette Cour pénale internationale être capable d'agir avec une certaine indépendance parce que cette CPI-là fait l'objet de plusieurs récriminations. Et s'insérer comme ça
dans des problèmes qui sont les nôtres, qui vont être gérés par un organisme international, je dis que quelque part, ça va être compliqué. Ça va être compliqué également pour la simple raison qu'il y a des principes du droit international qui font également faire obstacle à tout ce qui va être entrepris par la CPI. Vous savez, il y a le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La CPI, c'est une juridiction à compétence universelle, donc... Je suis d'avis, mais vous savez, ces juridictions à compétence universelle sont souvent... buté sur le principe de la souveraineté des États. Donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous avons d'ailleurs nos propres juridictions ordinaires ici et qui auraient pu se saisir de l'affaire. C'est cela le rôle de la justice. Et qui n'ont pas été saisis. Et qu'est-ce qu'on va en dire? Nous avons des juridictions ordinaires ici au Gabon et qui pouvaient justement se charger de ces questions-là. Il y a eu comme... mais qui sont caricaturés comme étant aux ordres également. Donc du coup... c'est difficile de se confier à quelqu'un en qui on ne croit pas. Lorsque les citoyens n'arrivent plus à croire à la justice, nous sommes dans un état de l'illégalité absolue. Lorsque les citoyens préfèrent avoir confiance à la justice internationale, qui elle-même n'est pas un modèle de justice, vous avez vu ce qui s'est passé par exemple en Libye. Nous connaissons bien les auteurs du massacre libyen. Nous connaissons bien les auteurs de toutes les déstabilisations des pays africains. Et ces déstabilisations-là sont souvent le fait du processus électoral qui est le plus souvent contesté, alors que c'est le rôle de ces organismes internationaux-là de faire en sorte que les processus électoraux dans les différents pays puissent se passer de telle sorte que la volonté du peuple puisse être respectée ou bien puisse s'exprimer. Mais ce n'est pas à la fin du processus électoral, lorsqu'il y a des pertes de vie humaines, que ces organismes internationaux commencent à décrier et à vouloir s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État souverain. Je dis que c'est une bonne chose, mais je ne crois pas à une évolution positive de cette Cour pénale internationale, parce que c'est une cour qui est très incriminée. Incriminée pour le simple fait que c'est une cour qui n'est pas partiale. Qui n'est pas partiale. Voilà. Elle ne traite le plus souvent que des problèmes qui concernent l'Afrique, alors que l'Afrique n'est pas le seul continent concerné par les difficultés post-électorales. Ok. Justement, allez-y, M. Malanda. Pour la première fois, contredire mon compatriote ici présent, parce que affirmer que nos juridictions nationales ordinaires sont compétentes pour gérer des situations comme c'est la crise post-électorale au Gabon. Non, en réalité, elles sont compétentes, mais il y a en réalité, elles sont compétentes, mais pour le cas du Gabon... Il y a une crise de confiance entre la justice... On ne peut même pas parler de crise de confiance. On peut parler d'une crise, c'est peut-être, le mot est faible. La crise post-électorale au Gabon ne peut pas être gérée par les mêmes personnes qui ont massacré, qui sont au pouvoir, qui ont massacré et qui gèrent la justice gabonaise. C'est clair. Il faut le dire en des mots clairs et simples. Justement, on parle de justice caporalisée par le politique. D'abord, eux-mêmes, ils dénoncent même déjà la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Vous avez compris que rien que ça, déjà, c'est une situation qui est extrêmement délicate. Si on a du respect, pour les populations gabonaises qui sont décédées en 2016, vous êtes conscient qu'aujourd'hui, l'actuelle justice gabonaise ne peut pas condamner tous ceux qui sont dans ce système actuellement, qui ont massacré les Gabonais. Qu'on soit objectif. Et je pense que la problématique qu'il pose par rapport aux critiques, aux récriminations qui sont faites à la Cour pénale, à la CPI, sont bien fondées dans le cas de la Libye. Mais le cas de la Libye n'a rien à voir avec un problème électoral. Mais dans le cas du Gabon, par exemple, il y a l'interventionnisme français également qui a été dénoncé à chaque fois. Oui. Est-ce que là, la France acceptera qu'on aille jusqu'au bout au point de mettre à mal son image également? Mais pas du tout. Pas du tout. La France continue à jouer son rôle de complice des systèmes dictatoriaux. C'est tout. La France joue son rôle. Donc la volonté de la CPI peut aussi en chemin être estompée par... Savoir quelle est la formule à utiliser pour ramener la CPI a une certaine équitabilité, une certaine lecture juste par rapport au peuple opprimé. C'est ça le vrai problème. Parce que même dans votre propre maison, quand vous ne trouvez plus votre compte dans la maison, vous êtes obligé d'aller chez le voisin.
Aujourd'hui, les Gabonais n'ont plus confiance en leur justice. Le seul recours, c'est la Cour pénale internationale. Maintenant, le problème qu'ils posent, c'est vrai, ce qui ressort, c'est que la Cour pénale internationale n'est que pour les pays, ne réagit que sur les pays africains. Et ça, c'est pas normal. La preuve, c'est que tous les détenus de la CPI sont des Africains. 90% des Africains. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut voir le problème comme ça. Maintenant, pour le cas de la crise post-électorale au Gabon, c'est clair. Il y a deux choix. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit vous acceptez que la situation de la crise post-électorale au Gabon se règle au Gabon, avec des Gabonais, avec la justice gabonaise, mais que vous mettez tous les contours et que vous vous rassurez que le magistrat n'est pas aux ordres. N'est pas aux ordres. Ok, c'est ça. À propos de la crédibilité de la CPI, par exemple, voilà. Il y a Nicolas Sarkozy, à l'époque chef d'État français, qui a été mis en cause dans la crise en Libye. Il y a, du côté des États-Unis, Bush dans la crise en Irak. Mais la CPI a fermé les yeux, faute peut-être de poursuites contre ces chefs d'État. Hein. Je vous dis que la CPI est à l'image, justement, du positionnement géostratégique de ces pays industrialisés. La CPI est l'image même de l'impérialisme mondial. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre Laurent Gbagbo et l'actuel président ivoirien. Vous avez vu les conditions dans lesquelles Laurent Gbagbo a été chassé, catapulté du pouvoir, où la décision qui avait été rendue par la Cour constitutionnelle avait été presque rejetée alors que c'était une autre juridiction de l'ordre. Et Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, emprisonné. Et il s'en sort là. Mais qui va réparer le préjudice qui a été causé par cette Cour pénale internationale lorsque ces gens-là ont été arrêtés? Aujourd'hui, ils ont été presque... Il y a des mécanismes appropriés. Hein, oui, mais ce sont des exemples que je donne pour dire que la Cour pénale internationale doit véritablement faire sa mutation. Il ne s'agit pas de voir seulement les problèmes électoraux à la fin du processus. Il s'agit de faire en sorte d'être un organisme de prévention. De prévention. Et prévenir, c'est véritablement s'impliquer dans le processus électoral pour qu'il y ait une transparence électorale pour éviter le conflit. Parce que tous les conflits qui naissent en Afrique sont liés au processus électoral. Tout à l'heure, lui, il parlait de la Libye. Mais la Libye a eu des problèmes de gouvernance. La Libye a eu des... C'est des problèmes politiques qui arrivent à faire en sorte que le peuple puisse rentrer dans des situations conflictuelles jusqu'à prendre les armes. Mais est-ce que la sortie de la CPI ne serait pas également, dans un sens préventif, en perspective de la prochaine présidentielle qui pourrait également donner des appétits à d'autres personnes captées par la boulimie de pouvoir de marcher sur des cadavres à nouveau au Gabon pour justement s'asseoir sur le fauteuil? Moi, je pense que ce que nous, on devrait faire au niveau du Gabon, c'est d'arriver à des mécanismes de concertation. Appeler toute la classe politique. Vous pensez qu'il n'y a pas eu cette concertation au Gabon? Non, nous avons non, monsieur Malanda, c'est pas à vous la parole. Non. Pour le moment, je constate qu'il n'y a pas eu une véritable concertation. Et je l'ai toujours dénoncé en disant que les deux premiers protagonistes de la crise post-électorale au Gabon, ben c'est M. Jean-Ping avec Ali Bongo Ondimba. Mais tant que ces deux acteurs majeurs ne se sont pas assis pour trouver justement les solutions à la crise multiforme qui frappe notre pays, je vous dis que c'est peine perdue. Malgré le fait que la CPI même puisse se saisir de ce dossier-là, mais je vous dis qu'on n'arrivera à rien du tout. Le seul protagoniste de la solution de la crise multiforme qui frappe notre pays, le Gabon, c'est M. Jean-Ping Okoka, que beaucoup qualifient comme étant le président élu, et Ali Bongo Ondimba, que nous disons que c'est le président élu parce que c'est le président actuel de la République, mais dès lors qu'il y a comme une espèce de bicéphalisme qui est d'abord d'ailleurs virtuel au niveau de notre pays, on n'arrivera à rien du tout. Il faut que les deux protagonistes puissent s'asseoir sur une même table, de trouver des solutions à cette crise-là, d'indemniser les victimes. En tout cas, c'est possible pour faire d'arriver d'abord à tenter cette médiation-là au niveau du pays pour arriver à une certaine comment on dit ça, un certain climat d'apaisement. Mais tant qu'il n'y a pas ce climat d'apaisement, moi j'ai bien peur que quel que soit le processus en cours,
Mais nous allons toujours arriver à celle du bord de malade, des gens qui vont toujours utiliser la voie la plus forte, c'est-à-dire les armes, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent bien faire. D'accord. Et là, c'est le processus démocratique, c'est la démocratie qui est mise en danger. La démocratie mise en danger. Justin Malanda, justement, est-ce que la sortie de la CPI ne serait pas une action préventive par rapport au prochain scrutin et les appétits pour d'autres éventuels candidats de marcher sur les cadavres pour arriver au pouvoir? On attend l'effectivité maintenant et puis les résultats de ce procès. Moi, je pense que ce serait peut-être prématuré de l'affirmer, parce que déjà, il faut déjà assainir l'environnement sociopolitique au niveau du Gabon avant de compter sur la CPI qui viendra pour prévenir ce genre de crise. Moi, je pense que ce qu'il disait à propos de la situation même sociopolitique au Gabon, il a parlé des protagonistes qui sont M. Ali Bongo et M. Ping. Vous savez d'où vient le mal. Et il ne faut pas se voiler la face. Je pense que quand on est sincère avec soi, on sait comment se sont déroulées les élections présidentielles au Gabon. Évidemment, certains vous diront que l'élection présidentielle 2016, c'est du passé. Il ne faut plus qu'on en parle. Mais ce n'est pas possible. Il y a des plaies qui sont là que l'on ne peut pas aussi facilement cicatriser. L'Union européenne s'est saisie. Récemment, il y a eu des échanges entre le gouvernement et l'Union européenne. J'espère et j'ose croire que cette initiative va peut-être apporter des solutions aux problèmes posés, parce que là-dedans, nous avons été reçus par le représentant résident de l'Union européenne, toute la société civile. Nous avons évoqué cette situation et je pense que les pourparlers devaient s'ouvrir entre l'Union européenne et l'État gabonais pour aplanir tous ces problèmes qui sont posés, que ce soit le dialogue inclusif, pas dialogue, les dialogues façon organisés par le pouvoir que vous avez vu en Gongé, c'est-à-dire que ce gouffre là-dessous. Il faut un véritable dialogue où tout le monde se reconnaît, où que chacun prenne de la hauteur, que l'on mette le Gabon en avant, pour éviter, pour que les gens essaient de taire leur orgueil. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez à la tête de ce pays un système des gouvernants qui estiment, qui sont même conscients qu'ils ont gagné une élection. Par hold-up électoral. Non, pas hold-up, non. C'est-à-dire qu'ils ignorent même qu'ils sont passés par hold-up. C'est qu'ils ont gagné une élection et qu'ils sont légitimes, ils sont des légalistes et donc ils n'ont plus rien à voir avec qui que ce soit. Et à partir de là, les choses vont continuer à se compliquer pour eux. Mais comme l'Union européenne s'est saisie de ce problème, j'ose croire que M. Ping, cette fois-ci, ne va pas continuer à s'arc-bouter dans sa position. C'est de dire, faire comprendre, raison garder à M. Ping que nous sommes quand même à 3 ans. C'est un peu très loin de reprendre le gros morceau de viande à ceux-là qui estiment que eux, ils ne peuvent plus bouger. Ils ont les armes, ils ont tout. C'est pas facile aujourd'hui de demander à M. Ali Bongo, à M. Nkorebe Kale, à la GV, tout le monde, tout le PDG, qu'écoutez, quittez, nous on va reprendre le pouvoir, c'est nous qui avons gagné. Ça, il faut être réaliste, c'est l'utopie, c'est pas possible. Mais la seule chose aujourd'hui, on ne va pas pousser les Gabonais à aller s'entretuer. C'est nous qui sommes perdants. Ce serait un pays, on le détruit en 48 heures, mais on le construit peut-être en 50 ans. C'est pas possible. On n'a pas des moyens, l'argent est spolié, il n'y a plus de moyens, tout a été volé. On fait comment? Donc c'est pas possible. Donc il faut être réaliste. Et le réalisme, c'est d'aller dans l'idée, c'est-à-dire dans l'option de l'Union européenne, mais pour un dialogue inclusif avec des personnes sages, humbles, qui soient capables d'accepter la logique que nous avons volé les élections. Maintenant que nous avons volé les élections, mais c'est nous qui sommes là. Vous n'avez pas de moyens, qu'on s'asseye, qu'on essaie de voir que ce genre de situation ne se répercute plus. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais Jean Ping reprend la confiance. Il y a quelques jours, il disait « Je sais mieux que personne que nous allons gérer ce pays ». Je ne sais pas s'il s'inscrivait dans le processus de la prochaine présidentielle, mais ça semble être immédiat parce qu'il disait que la route à parcourir n'est plus longue. Donc la sérénité de Jean Ping vous inspire pas? Moi, j'ignore le mécanisme jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quels sont les modes d'accès au pouvoir? Il disait la route n'est plus longue. Le seul accès, soit ce sont les élections. Les élections, c'est pas possible.
c'est l'insurrection, c'est-à-dire qu'un coup de force, un coup d'État. On prend un coup d'État ou c'est l'insurrection. Maintenant, quelle est la solution, quelle est la proposition que M. Ping, objectivement, donne aux Gabonais pour ce que M. Ping propose? Il n'a pas déroulé son plan d'action, mais il a dit qu'il sait mieux que personne. Et j'estime qu'il est temps qu'on sache où est-ce qu'on va. Parce que le problème, c'est que, vous savez, on a passé 3 ans déjà. On a passé 3 ans, mais nous sommes prêts à continuer à soutenir, moi personnellement, je parle au nom de M. Malanda, citoyen gabonais, fervent soutien de Ping, qui veut savoir jusqu'où on va et quel est le mode d'accès. On va comment au pouvoir? Est-ce que c'est une élection anticipée? Est-ce que c'est 2023? Est-ce que c'est une insurrection? Est-ce que c'est un coup d'État? Il faut qu'on soit clair. Et à partir de là, au moins, on se dit que, écoutez, le leader qui est Ping nous a déjà situé. Il dit que nous prendrons le pouvoir dans 48 heures, il a fixé le cap. Et à partir de là, au moins, on est situé. Mais aucun Gabonais, je dis bien, il faut qu'on soit objectif et qu'on soit honnête, n'est capable de vous dire dans quelles conditions Ping peut prendre le pouvoir aujourd'hui. Alors, M. Thierry Essam, que vous inspire la confiance permanente de Jean Ping à 3 ans de la prochaine élection présidentielle? La confiance permanente de Jean Ping est une forme de phobie du pouvoir. Et c'est ça la mégalomanie des acteurs politiques gabonais. On ne peut pas rêver aussi gros. C'est un grossier mensonge. Et pourquoi de vouloir croire que Jean Ping sera encore président de la République? C'est un grossier mensonge. Mais tout à l'heure, laissons l'avenir nous le dire, en fait. Pardon? Laissons l'avenir nous le dire. Hein. Je vous dis, comme lui le disait déjà, il y a des mécanismes de prise de pouvoir. Le premier mécanisme de prise de pouvoir, c'est l'ordre institutionnel, le constitutionnel, la voie démocratique, les élections. Et une fois les élections achevées, puisque c'est un processus avec des mandats, et des mandats impératifs qui sont nuls. Et Ali Bongo Ndima est président de la République, il a été élu pour 7 ans. Il en a déjà pris 4, il en reste 3. Et si par extraordinaire, Ali Bongo Ndima arrive... venez à mourir, on touche du bois. Bon, je ne dirais pas mourir, ça c'est l'extrême. Oui, ça c'est l'extrême. Si par rêverie, je dis si par rêverie, comme pensent plusieurs personnes, Ali Bongo Ndima arrive à se substituer du pouvoir. Mais les mécanismes constitutionnels font en sorte que il y a la présidente du Sénat qui va assurer l'intérim jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle organisation des élections. Bon, imaginez que ce processus-là, que plusieurs personnes imaginent, arrive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jean Ping devrait encore repartir sur le terrain de la conquête de ses électeurs. Et là, la situation va être même encore plus difficile. Parce que ces sens vont être presque incertains à moindrer. Parce que lorsqu'il y a eu le processus électoral, sur les élections législatives et locales, Jean Ping avec son général, son protégé et Yegendo ont boycotté le processus. Aujourd'hui, plusieurs acteurs politiques de l'opposition essaieraient à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, et d'autres certainement au Sénat, et les autres en train au conseil municipal, en train de contrôler un certain nombre d'institutions de mairie pour arriver, des mairies, etc., etc. Or, ils ont boycotté le processus. Et à cause d'avoir boycotté le processus de certains membres de l'opposition, qui l'ont d'ailleurs soutenu, ces gens-là ne vont pas oublier. Au contraire, ils vont chercher à se venger de cette situation-là. J'ai vu la perte de siège par Chantal Miboto, j'ai vu le petit chambrier et beaucoup d'autres comme ça qui auraient pu être des élus si Jean Ping avec son mouvement les aurait soutenus. Vous pensez très sincèrement que ces gens-là, lorsque on repartira par exemple aux élections, les Jean Ping vont avoir les mêmes soutiens? Vous avez vu déjà encore la cassure au sein de cette opposition. Ou, comme on appelle, le gérontocrate de Koulamoutou, l'inamovible président de l'Assemblée nationale depuis 19 ans ou 20 ans. Lui également aujourd'hui, il est en train de regretter le fait qu'il aurait soutenu Jean-Pierre Djoubandama aujourd'hui. Et lui aussi il cherche le perchoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition actuelle, avec sa dénaturation, sa déliquescence,
il n'y a pas de forte chance qu'ils arrivent quelque part. C'est pas évident. Mais on a vu l'opposition à la veille de la présidentielle de 2016 resserrer les rangs, oublier leur égoïsme pour justement tendre vers une candidature. Le resserrement des liens de l'opposition a été encouragé par la société civile. À l'époque, une société civile et qui était très organisée également, très structurée et qui avait une certaine confiance avec des médecins comme Georges Paga qui étaient là, les Libanais, le président d'ailleurs de cette chaîne de télévision, ils étaient nombreux comme ça, qui voulaient vraiment que l'alternance arrive. Donc ils ont mis en place un certain nombre de mécanismes de dialogue, de stimulation qui ont fait en sorte que ceux qui avaient la moindre possibilité d'avoir l'accès au pouvoir étaient obligés de s'aligner derrière Jean-Pierre. Donc il y a eu une dynamique. Mais malheureusement aujourd'hui cette dynamique a été fracturée. Elle a été cassée. Et là j'ai bien peur que l'opposition aujourd'hui devienne fantasmagorique. Ok, c'était un point de vue de M. Thierry Essam, qui est par ailleurs membre du Parti démocratique gabonais dans la société civile. Il tient également le lead du mouvement national des jeunes insoumis. Nous allons cette fois aller sur la plainte contre Noureddine Bongo, portée par des acteurs de la société civile. Deux principaux faits, corruption active et passive. Nous avons, Dieu merci, sur la table l'un des plaignants. La plainte, elle est portée par 4 organisations de la société civile, lesquelles, Justin Malanda, dont la vôtre? Oui, évidemment, je savais qu'on ne pouvait pas ne pas nous attaquer à ce sujet brûlant, ce sujet d'actualité. Évidemment, la plainte est portée par 4 organisations, pas des moindres. Déjà, le rôle BG, à l'entremise du président Georges Paga, la dynamique unitaire, par le président Yama, Jean-Rémy, le mouvement Ça suffit comme ça, par le virevoltant Libama, et le mouvement Sauvons la République, par votre humble serviteur, M. Justin Malanda. Donc, comme vous le savez, le problème de cette plainte, aujourd'hui, fait la une. Une des médias, et je pense que vous êtes mieux... Que reprochez-vous à Noureddine Bongo Valentin? Les faits sont là, j'ai une copie de la plainte sous mes yeux. Vous pouvez en faire lecture, voilà, pour qu'on en sache succinctement. Ici, vous avez la société civile gabonaise qui adresse 3 plaintes. C'est-à-dire qu'une au procureur de la République, l'autre au Conseil national, Conseil lutte nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et l'Agence nationale d'investigation financière. Alors, en objet, vous avez, c'est une plainte contre M. Noureddine Bongo Valentin pour corruption active, conformément à l'article 508 du Code pénal gabonais. L'article 502 du Code pénal gabonais pour corruption d'agents publics étrangers, article 510. Et blanchiment des capitaux pour l'article 561, détournement des deniers publics, article 473 du Code pénal gabonais. Et bien mal acquis pour enrichissement illicite, article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, blanchiment du produit de crime, article 23 de la Convention des Nations Unies, criminalité financière en bande organisée, association de malfaiteurs et pillage. C'est pas trop de chef d'accusation pour... Écoutez, les faits parlent d'eux-mêmes. Je pense que les Gabonais sont conscients que nous traversons une période extrêmement délicate et que je pense qu'il ne fait pas sourire à tout le monde quand même. Parce que c'est aujourd'hui le sujet d'actualité avec l'opération Scorpion. Je pense que personne n'est en marge de cette opération. Mais quel pourrait être l'élément déclencheur? Et donc, M. Noureddine Bongo, je me demande pourquoi une plainte contre M. Noureddine Bongo fait autant de bruit, alors que vous avez quand même... Ce qui est exceptionnel, ce qui est inédit dans ce pays, quand même 5 ministres, avec le directeur de cabinet de l'exécutif, M. Lacruche Alianga. C'est quand même un gros morceau. Il faut quand même nous réjouir, quand même. Il faut se féliciter, quand même, de cette initiative gouvernementale, au moins de mettre le leur au youf. Donc, si M. Noureddine Bongo va retrouver ses complices, je ne vois pas pourquoi. Mais il faudrait que... Je ne vois pas pourquoi, monsieur. On ne peut pas dissocier M. Noureddine de tous ceux qui sont au Niouf actuellement, monsieur. Et il ne faut pas qu'on se foute des Gabonais. Parce qu'ils sont aussi au Niouf pour les actes de présomption. Il n'y a pas de présomption, mais de toutes les façons, écoutez, monsieur, il faudrait un moment qu'on soit pragmatique et qu'on soit péremptoire. C'est-à-dire que
on n'a même plus besoin de présomption parce que c'est trop jouer avec les mots. On continue à jouer avec les mots. Les Gabonais savent qu'il y a des détournements et que les voleurs sont connus, monsieur. Logiquement, les procès ne doivent même plus durer 2 semaines. Ah bon? Les procès ne doivent pas durer 2 semaines puisque les faits sont là. Les pillages sont avérés, monsieur. Les enquêtes ne doivent même pas. Vous savez, une enquête, plus ça prend du temps, plus ça nous coûte encore de l'argent, monsieur. Ça nous coûte de l'argent et cet argent, il n'y en a plus parce que ceux que vous devez condamner ont pratiquement tout caché dans les paradis fiscaux. Alors donc le cas de Noureddine, pour revenir sur ce cas, je pense que la société civile est dans son rôle. Et donc les 4 organisations qui ont eu la modestie, je dis bien la modestie, de porter plainte contre ce compatriote. Et je dis que ça n'a rien à voir, c'est un compatriote comme tout autre, il ne faut pas qu'on confonde les rôles. On ne parle pas ici, on parle à un compatriote qui est accusé des faits, c'est-à-dire qui est soupçonné des faits, et que je pense que nous sommes soumis à la justice. Nous nous remettons à la justice pour que la justice fasse son travail, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais, maintenant, en retour, je pense que ces conseils ont trouvé une occasion de s'enrichir, c'est tant mieux. On en reviendra sur le retour de charge de Noureddine Bongo-Valentin. Alors Thierry et Sam, Noureddine Bongo-Valentin est accablé par la société civile. Non, pas du tout. Accablé, c'est un mot fort pour donner du crédit à cette plainte. Et d'ailleurs, c'est une plainte qui n'aboutira nulle part. Pourquoi elle pour la simple raison que cette plainte-là est désorientée. C'est-à-dire désorientée. Vous avez bien vu lorsqu'il a fait étalage des chefs d'accusation. Non, pas des chefs d'accusation, mais du lieu d'aboutissement de cette plainte. Je prendrai un cas, c'est celui-là que peut-être je vais analyser, celui où la plainte a été déposée chez le procureur. L'autre à l'Agence nationale des investigations judiciaires, à la commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Vous doutez de la capacité de la justice gabonaise à faire vous savez, l'État vient de mettre en place une cour spéciale de répression justement des criminels financiers. Et si eux, ils avaient orienté cette plainte-là auprès de cette cour-là, j'aurais peut-être accordé un peu de, non pas du crédit, mais un peu de respect des règles procédurales en matière d'ordre judiciaire. Le procureur, c'est tout à fait normal. Il est dans son rôle parce que le code civil est clair. Le procureur reçoit les plaintes et les dénonciations et ensuite se charge de rechercher les auteurs de ces délits-là et de les présenter devant le tribunal. C'est le rôle du procureur. Et si cette plainte est allée là-bas, cette plainte-là va suivre le processus qui va suivre, mais là encore, c'est une plainte qui n'aboutira nulle part. Ensuite, vous doutez que le procureur est... Ensuite, moi je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, ce qu'ils font là, c'est de la dénonciation. C'est une dénonciation. Et lorsqu'on fait une dénonciation, on va étudier les faits. Ensuite, après l'étude des faits, on qualifie ces faits-là. Pour que on cherche, par rapport à la qualification de ces faits-là, la règle de droit qui va être applicable. Or là, on voit des charges graves. Des corruptions actives, des tournements externes. Donc il y a toute une hiérarchisation même des charges. Mais c'est comme si c'était un jeu. Alors que ce n'est pas un jeu. Nous sommes dans des dénonciations. Et c'est pourquoi le conseil de Noureddine, certainement va réagir. Ils ont réagi déjà, mais ça, c'était une évidence. Parce que les dénonciations qu'ils font, ce sont des dénonciations. Maintenant, il faut rechercher les preuves de ces faits-là pour que leur plainte puisse aboutir. Prospérer. Et la loi dit, pas de preuves, pas de témoins, pas de condamnation. Va te laver les pieds. Va te laver les pieds. Excusez-moi, je vais terminer parce que je voudrais justement, par rapport à cette plainte, dire que le conseil de Noureddine va réagir par une dénonciation calomnieuse. Et si eux, mais justement, si eux, ils arrivent maintenant à apporter les preuves de cette dénonciation calomnieuse, j'ai bien peur pour mon frère Georges Paga, dont j'ai beaucoup d'estime, sinon de respect pour le combat qu'il mène pour la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. C'est un acteur majeur de notre société civile qui a beaucoup de crédit.
Monsieur Malanda, encore pire pour son rôle qu'il a toujours joué dans un certain syndicalisme structuré. Mais je vous dis là, moi je ne les reconnais pas. Et Jean-Rémy Yama et Marcel C'est comme une petite comédie, une parodie de justice. De Jean-Rémy Yama et Marcel Libama. Comment un acteur majeur comme Georges Paga, avec monsieur Ghislain Malanda. Et Yama et Libama. Et Yama et Libama. Non, mais Yama c'est un politicien. Ah bon? C'est un acteur, c'est un syndicaliste politicien. Moi, je donnerai encore du crédit à M. Ghislain Malanda et Jean-Claude Paga parce que je vous dis, je connais tous les acteurs. Et Libama, Marcel Libama qui est également... Marcel Libama, il fut un temps où c'était un bon acteur syndical, mais avec ces devoirs qu'il a eu avec un certain journaliste, M. Levida, lorsque Libama a fait la prison, au sortir de cette prison, je pense que Libama a complètement changé. Il a basculé en politique. On ne le reconnaît plus. C'est-à-dire... Il est devenu un jusqu'au-boutiste. Mais un jusqu'au-boutiste qui ne repose sur rien. Libama, c'était quelqu'un de réfléchi, de cohérent, lorsqu'il menait des actions dans sa démarche. Mais là, je vous dis que je ne reconnais plus Libama depuis un certain temps. Il faut que ce compatriote-là arrive à un certain ressaisissement. Et là, je voudrais attirer justement... Il doit se ressaisir. Oui, il faut qu'il se ressaisisse. Mais je voudrais attirer l'attention de cette société civile et dont la population a un certain crédit, un certain respect, une certaine dignité. Parce qu'il mène un combat noble. Monsieur Georges Paga. C'est quelqu'un qui a une certaine crédibilité sur le plan international. Une certaine objectivité sur le plan national. Mais je vous dis, s'attaquer à Nourdine Bongo Lima sans avoir structuré cette démarche en recherchant des véritables causes à effet. Mais c'est une entreprise dangereuse, non seulement vouée à l'échec, mais c'est une entreprise qui va être même préjudiciable pour eux. Ah bon? Parce que la charge de Nourdine va être... fatal pour ça. Alors, Monsieur Justin Malanda, vous êtes parmi les plaignants. Vous êtes parmi les plaignants. Je voudrais d'abord vous poser une question. Je suis d'autant plus que curieux de savoir que. Non, je voudrais. C'est moi qui. Je voudrais d'abord savoir combien Monsieur Essam. J'ai peur de dire. Quoi? Qu'il aurait reçu un peu de pognon pour vous charger un peu. Pour son rôle, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a eu pour se permettre ce risque de s'attaquer au leader que nous sommes. Je suis scandalisé. En plein plateau en plus. Je suis scandalisé parce que c'est vraiment faire injure au Gabonais, au peuple gabonais. Vous savez, les problèmes que la société civile gabonaise soulève aujourd'hui, c'est des problèmes qui demandent autant de sérieux. Et je voulais demander à mon cher frère combien ça vous a valu pour prendre ce risque. De vous charger. De vous charger, c'est-à-dire ce sale boulot de défendre l'indéfendable. Non, mais deuxièmement, écoutez, monsieur, les éléments. Allez-y. La pire des choses, la pire des choses que l'on va refuser vraiment même de répondre, c'est quand on va vous poser la question, parce qu'il a vraiment parlé de la crédibilité des leaders que nous sommes, et je lui concède, c'est de savoir que vous pensez que M. Paga, qui est plus qu'un agent d'investigation, peut se permettre, en pareil moment, de s'attaquer à Noureddine. Parce que Noureddine, il faut reconnaître, vous vous souviendrez que le 10 juillet 2019, votre humble serviteur a été sauvagement interpellé pour avoir dénoncer les dérives de la GEV et de la première dame. Vous avez été enfermé, gardé à vue pendant 10 jours. Et c'est dans la même lignée que nous partons. C'est simple, monsieur. Nous sommes des visionnaires. Nous sommes des visionnaires, c'est simple. Et je dis que, heureusement que le camarade Essam ici a déjà arrêté l'issue même du procès parce qu'il sait à qui on a affaire. On a affaire à une justice aux ordres. On a affaire au fils du président. Et nous sommes au Gabon, attention, il n'y a pas qu'au Gabon. Si les procès, si ça ne marche pas au Gabon, attention, il y a des juridictions internationales. Vous envisagez de vous déporter? De toutes les façons, je me réserve, nous nous prononçons là-dessus. Nous sommes encore au Gabon, au-delà du procureur, il y a le juge d'instruction, il y a beaucoup de procédures. Nous laisserons au juge d'instruction instruire cette affaire
et démontrer la véracité même des récriminations aujourd'hui qui sont faites par... Est-ce que vous êtes déjà rapproché rapproché du juge d'instruction? Nous avons nos conseils qui sont en charge et qui sont là pour travailler. Ils vont faire ce travail et nous savons qu'aujourd'hui, et ce qui me fait mal dans cette affaire de M. Noureddine, c'est que nous donnons ici l'opportunité aux compatriotes, à certains compatriotes, pas Issam quand même, hein, de se faire du beurre. C'est-à-dire que, et c'est l'opportunité aujourd'hui, il a fallu que... Noureddine Bongo serait une vache à lait pour ça. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont attendu que la société civile pose le problème sur l'enrichissement de M. Noureddine, sur des faits d'un scandale avéré, qui est un élément déclencheur, l'affaire de Rio, avec des autres scandales que je ne peux pas citer ici. Mais c'est quoi l'affaire de Rio? Vous faites allusion à l'affaire de Rio, là encore. Vous savez, quand une affaire en instruction, quand des enquêtes sont sur des enquêteurs sont sur le terrain, il faut être un peu éviter la retenue. Et je pense que nous avons posé un problème, et c'est un problème qui est structuré, un problème avec des conseils. Et parce que c'est M. Paga, comme d'habitude, comme pour tous les scandales, le scandale de Kevazingo, le scandale sur Belinga, le Belinga Gate, M. Paga était fortement impliqué avec les autres membres de la société civile. Et je pense que le scandale, oui. Alors le scandale sur l'un des plus gros scandales du siècle au Gabon, sur Belinga, c'est quand même la société civile gabonaise. Mais vous vous souviendrez que beaucoup des leaders de la société civile avaient été menacés par rapport à cette affaire de Belinga qui était l'un des plus grands projets du siècle. Nul n'avait été la tension particulière, c'est-à-dire que pointue de la société civile, les personnalités, même qui sont même dans l'opposition, étaient complètement trempées dans des pots de verre où ils avaient complètement enfumé le défunt président Omar Bongo. Et aujourd'hui, il y a tellement de scandales que sans le gendarme qui est la société civile, c'est le chaos pour ce pays. Parce que tous ceux qui sont au gouvernement sont complètement trempés avec leurs contempteurs de la société, certainement même les syndicats. Thierry Essam parlait d'une action qui pourrait vous être préjudiciable. Non, l'action, écoutez, monsieur Malikou, monsieur Malikou, vous vous imaginez autant que nous sommes des pères d'enfants. Vous pensez en moi que nous soyons devenus des mythomanes ou des fous. Mais nous sommes tous sauf des fous. Et je peux dire que monsieur Yama est sérieux. Monsieur Libama est sérieux. Au-delà de vous avez la malchance pour ce petit, pour le compatriote qui est monsieur Noureddine et tous ces contempteurs, ce que vous avez, pour la première fois, la coalition de certains leaders qui ont estimé qu'il faut avoir le courage de toucher où ça fait mal. Et où ça fait mal aujourd'hui, ce qu'on a estimé qu'on pouvait se permettre de s'attaquer aux autres de la GEV et puis ils partent, il n'y a pas de problème. Mais là, le débat n'est pas orienté parce que c'est le fils du président. Non, c'est un fait déclencheur et c'est à une période où il y a un problème d'impunité. Vous avez écouté le discours du président de la République où tout le monde s'approprie. Et qu'aujourd'hui, que je peux vous dire, je vous réponds, monsieur, je vous réponds, j'affirme de manière péremptoire que nous avons des éléments accablants et nous mettons au défi quiconque. Jusqu'au finish, jusqu'à la finale de ce procès, je puis vous dire, monsieur, que c'est une affaire qui a débuté quelque part, qui risquerait de déclencher, qui a déjà déclenché pratiquement des situations qui fâchent. Et c'est pourquoi, sur ce plateau, la priorité pour nous, c'est de nous mettre en sécurité parce que nous recevons, nous subissons des pressions et des menaces aujourd'hui. Donc, monsieur Essam avait raison, vous avez décidé de jouer avec le feu. Nous jouons avec le feu pour la bonne cause, pour ce pays. Et donc, je peux vous dire, monsieur, j'affirme, je peux garantir à monsieur Essam, que monsieur Essam, vous avez l'avantage d'avoir des courageux qui ont mis le doigt où ça fait mal et qu'on le fait pour rendre service, pas pour régler les comptes à M. Noureddine, que des problèmes qui sont touchés aujourd'hui. Monsieur, je vais vous balancer un petit mot. Qu'est-ce que ça vous dit, médias volontaires? Ah, ben vous prenez ma place, c'est vous qui posez des questions. Non, je vais vous poser la question, monsieur. Qu'est-ce que ça vous dit, médias volontaires, monsieur? Allez-y demander et vous allez comprendre, monsieur. Alors, sur la base de nos investigations, nous allons en arriver là et nous allons toucher où ça fait mal. Et quand on va toucher où ça fait mal, nous sommes encore... Regardez, moi, je suis de ceux qui estiment dans ce groupe que nous devons régler les problèmes dans les juridictions gabonaises, même si elles sont remises en cause. Mais nous allons mettre la pression avec vous pour dire aux médias, attention, voici les dossiers sur la base de nos conseils. Avec nos conseils, nous allons travailler pour dire, écoutez,
Nous allons soulever le petit problème de Rio, c'est une... Mais c'est quoi médias volontaires, monsieur? Écoutez, monsieur, je vous ai dit, vous allez savoir, le moment venu, quand nos conseils vont se dévoiler, et vous comprendrez que c'est pas de la forfaiture, c'est pas du faux, c'est pas de la plaisanterie, et nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Et vous allez comprendre que nous avons décidé d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les menaces que nous avons. Déjà, nous avons commencé à subir des menaces. Nous allons aller, nous avons affaire. Et maintenant, je dis, je continue pour moi, j'ai affaire à un Gabonais. Nous avons affaire, nous, la société civile, au sein de cette coalition. Nous ne pensons pas que nous avons affaire au fils du président de la République. Nous avons affaire à un compatriote qui est aussi trompé comme les autres. C'est c'est tout. Alors, et finalement, Thierry Sam, et cette plainte est une grande farce. Ah bon? Une tragicomédie comique mais judiciaire de temps moderne. Mais c'est difficile. Je vais vous dire vous laisser dire ça aussi. Non, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, Nourdine aujourd'hui fait l'objet d'une certaine appétit, d'une certaine société civile et de certains compatriotes. C'est un appel le fait qu'il est le fils du président et qui était vous soupçonnez l'appel du pied pour dire Nourdine Bongo Ondimba était caché dans un tiroir et ensuite pour des raisons qui sont celles de son père, le chef d'État actuel, on l'a mis à la lumière en attribuant le poste de coordinateur général des affaires présidentielles. C'est ce poste-là aujourd'hui qui l'expose à toutes les récriminations et criminalisations de certains individus. Mais je vous dis, mais ils disent avoir ils disent avoir des preuves, des éléments à charge contre le fils d'Ali Bongo. Et des preuves. Bon, je ne crois pas. Certainement en lieux utiles. Je ne crois pas et je vais vous dire pourquoi. Oui, allez-y. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on a des preuves d'une tentative de capture, une grosse prise comme ça, on vient les étaler sur un plateau. On n'utilise pas cette stratégie-là où la plainte va dans tous les sens. La plainte, je vous le dis, doit être orientée. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des juridictions de première instance, il y a le cour d'appel, il y a le cour de cassation, je vous ai parlé de la cour spéciale. Mais c'est des structures, c'est des institutions compétentes. La hiérarchie judiciaire est organisée. Dès lors que vous avez faussé le lieu où vous allez déposer votre plainte, ça fait déjà un vice de forme et votre plainte n'a pas de chance d'aboutir. Ça, c'est un point. Pire encore, votre plainte doit faire étalage avec des preuves irréfutables de cette corruption active, le blanchiment d'argent et des capitaux, et la chanson peut-être de malfaiteurs par bande. Non, je vous dis que c'est un problème sérieux. Il ne faut pas jouer avec ce problème. C'est un problème qui risque d'amener mes frères syndicalistes qui ont un certain crédit. Moi, je continue à insister pour Paga. Donc, j'ai une faute estime. J'ose croire que véritablement, ils ont des preuves irréfutables. Mais la preuve la plus irréfutable dans les tribunaux, c'est l'aveu. Comme l'aveu que nous avons eu récemment du Premier ministre chef du gouvernement. Donc l'acceptation. Dire que oui, j'ai fait ceci. Mais je vous dis, Nourdine Bongo Ondimba, cette accusation-là, je vous dis, j'ai bien peur pour mes frères. Que l'accusation-là se retourne contre eux parce que d'ailleurs elle va se retourner contre eux avec les conséquences fâcheuses. Attendons de voir. Parce que la réponse va être une autre. Mais la riposte quoi? La riposte quoi? Une riposte. Mais la réponse c'est parce que vous savez des plaintes comme ça qui font étalage sur la place publique. Il y a des atteintes à l'honneur de la personne. Des atteintes à sa dignité, à son honorabilité. Il s'agit de protéger l'essence même de la personne. Bon, écoutez. Son intégrité morale. Bon, hier nous avons suivi à la télévision. Il y a quelque chose qui est écœurant. Hier, j'ai suivi à la télévision nationale un pseudo-défenseur de M. Noureddine, appelé M. Frem, je ne sais pas, du Mador. Mouvement Ali doit rester. C'est écœurant. Les médias d'État qui devaient nous diffuser des spots sur des faits sociaux
nous font passer quelqu'un qui a du mal même à lire le discours. Non, on ne va pas critiquer. C'est scandaleux. Et deuxièmement, tu as dit que c'est quand même écœurant. C'est qu'en pareille circonstance, on touche des points qui fâchent toute la République, qu'il y ait des compatriotes comme mon frère Essam, je ne sais pas combien il a pris pour jouer ce rôle. C'est extrêmement dangereux, hein, c'est extrêmement dangereux. Bon, écoutez, c'est des bonnes guerres, mais le problème du poste de M. Noureddine ne pose pas problème. Et je suis de ceux qui estiment que ce garçon a le droit d'occuper ce poste. Et ça, je le dis de manière honnête et franche. En tant que citoyen. Voilà, mais quand il est cité dans un problème, comme tous les autres citoyens, il doit bien répondre. Et nous avons joué notre rôle, nous avons porté plainte. Mais je dis attention. C'est qu'il faut faire attention, je vais attirer l'attention de tous les petits contempteurs, de tous les porteurs de valises, tous les pseudo-défenseurs de M. Noureddine, comme disait Moulenda il n'y a pas combien de jours, qu'ils sont en train de vous rendre un très mauvais service. C'est le cas de M. Sam. Alors, il faut faire attention parce que ce jeune homme a besoin d'une image. C'est quand même le fils du président qui est quand même cité dans une affaire qui nécessite du sérieux, de se faire entourer des personnes sérieuses, pas des gens qui viennent faire, comme on dit, des atalakou. Cette affaire, je dis ici devant Dieu, devant la République gabonaise, est une affaire fondée et qu'il faut qu'on fasse attention. D'accord. Parce qu'on a parlé que nous, on nous a accusé que nous mettons en mal l'image du pays. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, nous remettons tout à Dieu. Et nous disons que nous sommes encore dans des juridictions gabonaises. Et nous sommes en train de nous préparer avec nos conseils pour étendre ça à des juridictions internationales. Et ça va être compliqué pour ce jeune homme. D'accord. Bon, nous tendons vers la fin. Monsieur Essam, on laissera aux plaignants boucler l'émission. Votre mot de la fin, alors que nous sommes arrivés au terme. Mon mot de la fin, c'est d'appeler ces syndicalistes dont j'ai encore un peu d'estime à la retenue. Et faire preuve d'une retenue prudente en tout simplement abandonner leur plainte. Ils gagneraient à abandonner, à retirer la plainte. Je leur demanderai tout simplement de retirer cette plainte-là et de faire bonne œuvre, de poursuivre leur lutte contre la corruption comme ils l'ont toujours fait. Parce qu'il y a des grosses prises. Si vous avez pu voir le journal L'Union de ce matin, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore plusieurs captures qui vont être faites. Et qui laisse la justice faire son travail avec le gouvernement et qui retire tout simplement cette plainte-là parce que c'est une plainte qui va faire en sorte qu'ils puissent perdre le peu de crédit qu'ils ont pour le moment. D'accord. Mais je crois, je sais compter sur la sagesse, l'honnêteté et l'intelligence de M. Paga. Et je pense qu'à travers son leadership, il va arriver à convaincre les autres de faire profil bas en cherchant autre chose à faire. D'accord. Parce que nous avons besoin d'avoir un certain climat de paix, un certain climat d'apaisement dans le pays parce que la situation politique, économique et sociale de notre pays actuellement est très volatile. Il suffira de rien pour que nous arrivons à des situations incontrôlées et le pays risque de se retrouver encore dans des situations difficiles parce que je connais ces acteurs syndicaux qui ont, comme je vous l'ai dit, une certaine crédibilité. Ils ont une communauté de biens et d'intérêts de personnes qui a leur juste cause. Donc il serait souhaitable qu'ils puissent observer cette retenue prudente pour amener une certaine accalmie, pour amener un certain dégel. Vous savez qu'aujourd'hui, à cause de leur plainte, il y a beaucoup de personnes qui vont gagner beaucoup d'argent. À cause de cette plainte-là, parce que Noureddine Bongo Ondimba, aujourd'hui, c'est quand même un personnage politique et étatique qui est très en vue. C'est le fils du président. C'est le fils du président. On reconnaissait un peu la situation dans laquelle notre pays se trouve avec les difficultés de santé du chef de l'État. Moi, je pense qu'il vaut mieux surseoir cette plainte-là. Sinon, abandonner d'ailleurs ces charges-là parce que ce sont des charges qui n'aboutiront nulle part. D'accord. Thierry Essam, donc le président du mouvement national des jeunes insoumis. Alors, monsieur Ghislain Malanda, président de Sauver la République. Remercier déjà mon petit frère Essam pour le rôle qu'il vient de jouer sur ce plateau parce que c'est important.
des échanges comme ça, on apprend beaucoup de choses. On peut déjà bien informer les Gabonais sur certaines situations, éclairer les Gabonais sur des points d'ombre. Non, par rapport au problème de Noureddine, je pense qu'au nom de tous les camarades de la société civile que j'ai l'honneur de représenter ici sur ce plateau, je puis vous rassurer que nous irons jusqu'au bout et que nous restons carrés là-dessus. Pas de profil et bas que comme monsieur Noureddine est comme la fille Toutoum qui a été présentée ce matin au parquet, la secrétaire générale du ministère des Travaux publics. C'est un nom, la fille de l'ex-maire, qui est secrétaire générale, qui a été présentée aujourd'hui pour des présomptions de détournement. Donc aujourd'hui, M. Noureddine est cité, je ne sais pas pourquoi ça fait de bruit. Mais non, ce que je tiens à rappeler, qu'on arrête avec les menaces, parce que les menaces n'arrangent rien dans ce pays. Quelqu'un disait tantôt que si M. Noureddine ne se reproche de rien, qu'il aille, il a des avocats qui sont là, qu'on aille au parquet. Si nous sommes décriés, si nous avons tort, nous répondrons de nos actes. Mais pour le cas d'espèce, que c'est l'occasion aussi de rappeler que les Gabonais arrêtent de se chosifier. On ne peut pas profiter d'une occasion comme celle-là, parce que les membres de la société civile se soient levés pour se plaindre de quelqu'un, c'est-à-dire pour dénoncer une situation, que ça devienne une situation de marchandage pour aller se faire du beurre à la présidence de la République. Et ça, c'est tellement flagrant que c'est ignominieux quand on voit un père de famille venir lire une déclaration « Je soutiens Noureddine Bongo, je soutiens le coordinateur ». C'est honteux, c'est ignominieux, c'est indécent. Et ça diminue notre pays. Et que l'on ne prenne pas des Gabonais pour des idiots. Les Gabonais sont conscients que le pays va mal à cause des détournements. Et les noms qui sont cités, c'est les personnalités de l'exécutif qui sont responsables de cette situation. Et donc, nous avons porté plainte contre M. Noureddine. Nous laissons la justice faire son travail. Quelles que soient les orientations, peut-être que ça a été mal fait, bien fait, nous laissons la justice faire son travail, nous avons des conseils. Et nous sommes tous sauf des idiots, parce que nous avons des magistrats, pas des conseillers, pas des moindres, des conseillers juridiques, pas des moindres, des avocats, pas des moindres, autour de nous, qui sont dans la matière, qui savent ce que nous devons faire, et qui savent ce qu'ils ont à faire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous limitons pour le moment au Gabon, mais sachez que ce qui est arrivé à monsieur Obiangema Théodorine peut arriver à n'importe quel fils de président, et donc Noureddine exposé à ça. Mais non, affirmer sur un plateau de télévision que ce jeune est irréprochable, alors que des visus, même les aveugles, sont obligés de voir que ce petit mène un train de vie qui est extrêmement dangereux et qu'il pose des actes qui sont extrêmement décriés. Alors, maintenant, le conseil, on prend acte du conseil du frère, mais j'ai dit, la seule menace que nous avons, c'est de nous faire abattre, de nous faire arbitrairement arrêter, mais ça déjà nous attirons l'attention de tous les ambassades qui sont à Libreville, qui sont au Gabon, pour dire qu'aujourd'hui nous avons la responsabilité. Nous avons aujourd'hui nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale que s'il advient qu'un de ces leaders a un souci, nous nous orienterons directement vers la présidence de la République. Et que ce que nous faisons n'a rien de mal que ce qu'on a fait pour les autres Gabonais. Ce monsieur n'a pas une particularité, il ne se reproche de rien. J'estime qu'on laisse la justice faire son travail. Maintenant, dans les 48 heures qui suivent, nous avons saisi notre avocat pour que nous avons 2 avocats français qui, d'ici là, déposeront des plaintes à Londres et à Paris. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, parce que la finalité, il a parlé de l'issue de la plainte, ce que nous savons, et nous sommes conscients que rien ne peut aboutir contre le fils du président à Libreville. Mais ça peut aboutir pour M. Paga et M. Malanda à Libreville. Mais ce que M. Noureddine ne peut pas échapper à Paris ou à Londres. Et donc, pour le moment, nous savons que même il peut échapper, il peut se dérober de Libreville, du Gabon, mais à Paris et à New York, on ne peut pas se dérober. Donc, pour nous, on n'a pas besoin d'en arriver là pour le moment. Je pense que nos magistrats, nos conseils vont échanger, vont débattre, ils vont voir la ténacité, la pertinence des arguments des uns et des autres, et pour qu'il y ait l'apaisement dans le sens qu'il a dit. Ce pays a besoin, déjà les Gabonais souffrent, monsieur. Les Gabonais ont trop de problèmes, et ce problème des détournements massifs des deniers publics fâche tout le monde. Même lui, je le sais pertinent, monsieur Sam.
Je sais que ça ne l'arrange pas, mais s'il a un rôle à jouer, il est obligé de jouer ce rôle. C'est ça aussi le rôle. Donc il est dans ses rôles. Il est dans ses rôles et je ne peux pas l'en vouloir pour ça. D'accord. Merci Monsieur Malanda. Vous êtes président du mouvement Sauvons la République, une organisation de la société civile qui fait partie des 4 plaignants aux côtés de Dynamique Unitaire, aux côtés du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG, et aux côtés également de Ça suffit comme ça, respectivement dirigé par Georges Paga, Marcel Libama et Jean-Rémy Yama. Thierry Essam est le président du mouvement national des jeunes insoumis, par ailleurs membre du Parti démocratique gabonais au pouvoir, le PDG. Merci, c'était Décryptage et au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci.